Il aurait peut-être dû essayer de parler à Aurélien, comme il en avait eu l'intention, se dit Paul en arrivant à Saint-Joseph. Ils appelèrent, mais la maison était vide. Ils avaient dû prendre un taxi pour aller manger quelque part. On pouvait trouver des taxis facilement. Ils s'en étaient rendus compte avec surprise. Le Beaujolais offrait la situation devenue exceptionnelle d'une campagne vivante. Il y avait des petits commerces, des médecins, des taxis, des infirmières à domicile. C'est probablement à ça que devait ressembler le monde d'avant. Depuis quelques décennies, la France s'était transformée en une juxtaposition hasardeuse de conurbations et de déserts ruraux. C'était la même chose un peu partout dans le monde, à ceci près que dans les pays pauvres, les conurbations étaient les mégalopoles et les banlieues des bidonvilles. Quoi qu'il en soit, Aurélien et sa femme étaient partis. Il échangea un regard désolé avec Cécile. Elle haussa les épaules avec résignation, entreprit de s'occuper du repas. Elle trouva des conserves dans la réserve, de quoi préparer une salade dans le réfrigérateur. Du point de vue du vin, c'était le grand luxe. Sur un côté de la cuisine, quelques marches conduisaient à une cave creusée en sous-sol. Paul n'y était jamais descendu. C'était toujours son père qui s'en chargeait. En allumant les rampes lumineuses qui éclairaient les rayonnages, il fut ébloui. Des centaines de bouteilles rangées à l'oblique attendaient là. La pièce était fraîche et sèche, certainement les conditions de conservation idéales. Il n'avait aucun doute là-dessus. Tentant de s'y retrouver, il parvint vite à la conclusion qu'on avait affaire à un classement par région. Il y avait des Bourgognes qui paraissaient vénérables, des Bordeaux qui ne l'étaient certainement pas moins. Encore un hobby de son père, et même une passion, le terme n'était pas exagéré, dont il ignorait tout. Après quelques minutes d'errance entre les Puligny Montrachet et les Châteaux Smith au Lafitte, il fut envahi par le découragement et décida de faire appel à Hervé. Il en avait marre de jouer le rôle de l'homme de la maison. Depuis son arrivée, il avait l'impression curieuse que c'était maintenant Cécile l'aînée et lui le petit frère. Il avait vécu, il avait fait des enfants, enfin les choses qui comptent dans la vie. Il n'avait fait que rédiger d'obscurs rapports destinés à des rectificatifs au projet de loi de finances. Évidemment, c'était à Hervé de choisir le vin. Il restait lui aussi bouche bée en pénétrant dans la cave. En effet, c'est du sérieux, commenta-t-il. Mais tu sais, je ne m'y connais pas plus que toi. Comment est-ce qu'on peut choisir? Paul haussa les épaules. Je ne sais pas, il n'y a qu'à en prendre plusieurs. Cette cave rajoutait encore un mystère supplémentaire à la personnalité de son père, se dit-il en remontant les marches. Elle ne paraissait pas du tout correspondre au traitement d'un retraité de la DGSI, qu'il imaginait plus ou moins équivalent à celui d'un flic. Ou bien peut-être pas, il y avait peut-être des secrets d'État dont il était le dépositaire. Ça pouvait justifier un supplément. Il y avait des sommes du genre fonds spéciaux dont le circuit dans l'appareil d'État demeurait une énigme. Bruno lui-même avait renoncé à en savoir davantage. Ce n'était pas la peine de se fâcher pour ça avec ses collègues de l'intérieur et de la défense, avait-il estimé. Ce n'était que des clopinettes. En général, pour lui, en dessous du milliard d'euros, ce n'était que des clopinettes. Au milieu du repas, il fut envahi par un mal de tête et un mauvais goût se répandit dans sa bouche. Quelque chose de fétide. Il avait hâte que ce 31 décembre se termine, mais il y avait encore du fromage. En essayant de mordre dans un morceau de parmesan, il fut envahi par une vive douleur à la hauteur des molaires sur la gauche. Il tâta avec précaution sa mâchoire. La douleur persista. Il devait avoir un abcès à nouveau. Pendant une dizaine d'années, il avait été victime d'abcès. Le vieux dentiste qu'il consultait à l'époque, rue de la Montagne Sainte-Geneviève, était à la retraite ou peut-être mort. Il allait falloir qu'il en trouve un nouveau. Ça allait être un jeune type qui essaierait de lui vendre des implants. C'était une obsession chez les dentistes, les implants. C'est comme ça qu'ils gagnaient leur vie, évidemment. Mais quand même, ils exagéraient avec leurs implants. Ils ne voulaient en aucun cas d'implants. S'il avait pu l'éviter, il aurait même préféré ne plus avoir de dents. Les dents lui paraissaient être avant tout une source de problème. Alors les implants non merci. Mais il savait que la proposition lui serait faite. Et la perspective d'avoir à refuser l'épuisait d'avance. Ils étaient en train d'achever le dessert, et Hervé venait de sortir une bouteille de bénédictine, lorsque le raclement de la porte d'entrée se fit entendre, suivi de pas dans l'escalier. Cécile se crispa aussitôt, son visage devint très rouge. Hervé lui posa une main sur l'épaule, qu'il caressa doucement, sans parvenir à l'apaiser. C'étaient eux, en effet,
Godefroy disparut presque aussitôt en direction de sa chambre, aussi vif et ondoyant qu'une truite. Les conflits familiaux, ce n'était décidément pas sa came. Indy, au contraire, s'assit jourdement, juste en face de Paul, écartant les genoux comme une vieille femme, image de la bonne volonté bafouée. Mais son regard était vif et presque intelligent. Elle était à 100% de ses capacités de nuisance. Il le comprit aussitôt. Aurélien s'assit à ses côtés, se retrouvant en face de Cécile. Il jeta un bref regard à sa grande sœur. Il paraissait au bord des larmes. Hervé se recula sur son siège et se servit très lentement un verre de bénédictine, sans en proposer à personne. On s'est un peu attardé à l'hôpital, commença Cécile avec gêne. Nous l'avions remarqué, ce n'est pas grave, on a mangé de notre côté. Indy laissa passer quelques secondes menaçantes avant de poursuivre. Il va falloir quand même qu'on aborde certains sujets. Elle fit un signe de tête à Aurélien. Il devait avoir répété son texte dans la voiture et il commença assez facilement. Papa n'est manifestement plus en état de gérer ses affaires financières. Dans ces conditions, nous pensons qu'une mesure de mise sous tutelle serait appropriée. Puis il se tut. Indy lui jeta un regard d'encouragement, mais il resta silencieux. Manifestement, il avait oublié la suite. 3 phrases de texte, et il était incapable de les mémoriser. Elle secoua la tête avec dégoût. Paul attrapa la bouteille de bénédictine, se servit un verre, fit lentement tourner l'alcool devant ses yeux. Il aimait bien l'atmosphère, les vibrations de haine qui sentaient se développer. En plus, l'alcool anesthésiait un peu ses douleurs dentaires. Mais le problème maintenant, c'est qu'il commençait à transpirer. Il se reprit, laissa passer quelques secondes avant de demander, en détachant bien ses mots. « Qu'est-ce qui rend nécessaire à vos yeux cette mise sous tutelle? Est-ce que vous pensez qu'il y aurait un danger de malversation ?» Indy ne répondit d'abord rien, jeta un regard impérieux sur Aurélien, sans succès. Non seulement il avait bel et bien oublié son texte, mais il semblait s'être absenté de la scène. Son regard fixait un point indéterminé de l'espace qui aurait bien pu être le point oméga ou la réincarnation de Vishnu. Est-ce que vous pensez par exemple que Madeleine pourrait profiter de la situation pour nous dépouiller de ce qui nous revient? Absolument pas. Il ne s'agit évidemment pas d'accuser quiconque. Elle avait réagi avec vigueur, comme stimulée par un claquement de fouet. Elle retrouvait une des séquences qu'elle avait mémorisées, une des successions de phrases qu'elle avait anticipé d'aligner. Il est vrai que votre père possède un compte commun avec Madeleine, ce qui est un peu inhabituel. C'est le choix de papa. Il avait eu un tourment de voix ému sur papa. Il avait prononcé ce dernier mot dans un souffle. Indy se tut aussitôt. Elle perdait de plus en plus pied et il commençait à s'amuser vraiment. En même temps, il n'avait même pas simulé. Il était sincèrement ému en songeant à ce compte commun. Lui-même n'avait jamais atteint ce stade avec prudence. Son père avait décidément eu accès à des niveaux de l'expérience humaine qui lui demeuraient inconnus. Il se leva, marcha jusqu'à la fenêtre. La pleine lune illuminait les prairies qui entouraient la maison. Mais la lumière de la lune n'est jamais apaisante en réalité. Elle a plutôt tendance à exacerber les névroses et la folie. Il revint s'asseoir, quand même un peu inquiet sur la suite de la soirée. La mise en tutelle est très souvent prononcée dans ces cas analogues. Aurélien avait repris la parole à la surprise générale. Il avait prononcé ces mots mécaniquement, sans s'adresser à personne. Il venait juste en réalité de retrouver par hasard la phrase suivante de son texte et retomba aussitôt après dans le silence. C'est exact. Dans une situation de ce genre, une mise en tutelle est très souvent demandée par les enfants. J'ai eu le cas très souvent dans ma vie professionnelle. Hervé avait parlé d'une voix forte et bien scandée. Indy, surprise, se retourna vers ce nouvel adversaire. La désignation du tuteur est la responsabilité du juge d'instance du domicile. En l'occurrence, il s'agira du tribunal de grande instance de Mâcon. La responsabilité du tuteur est étendue. C'est également à lui de décider, le cas échéant, s'il y a acharnement thérapeutique. Il se trouve que la doctrine est constante, ainsi d'ailleurs que la jurisprudence. Le juge s'attache toujours à désigner l'enfant le plus proche sur les plans personnels et géographiques. Évidemment, riposta Indy avec violence. Nous, on a du travail à Paris, on ne peut pas. Elle s'arrêta net. Elle n'avait pas dit « on ne peut pas passer notre temps dans la région à glander au chômage ». Mais il s'en était fallu de peu. Hervé laissa les paroles implicites se former lentement dans l'atmosphère avant de reprendre d'une voix aimable.
C'est bien ce que je voulais dire. Vous n'avez pas la possibilité d'assumer une proximité géographique et émotionnelle suffisante. Puis il se resservit une bénédictine. Elle battit faiblement l'air de ses bras à la recherche d'un second souffle, tournant la tête en direction d'Aurélien. Inutilement, il était toujours immobile, le regard dans le vide. Mais elle réussit à se reprendre et à repartir à l'assaut. On ne pouvait pas lui dénier une vraie pugnacité. Il me semble quand même que ça ne résout pas tout. Dans le cas par exemple des sculptures de Suzanne, elles restent là à moisir dans une grange. Le public n'y a aucun accès. Il me semble que ce n'est pas ce qu'elle aurait souhaité. Aurélien est le seul à avoir compris les projets artistiques de sa mère. Ils avaient une vraie complicité à ce sujet. Il me semble que ça lui donne quand même un certain droit moral. Au mot de droit moral, Hervé se renfonça dans son siège avec un large sourire. Il attendit encore une trentaine de secondes, comme s'il laissait l'esprit du notariat affluer en lui, avant de reprendre avec aisance son verre de bénédictine à la main. Le droit moral peut se décomposer en droit de repentir, droit de divulgation, droit au respect de l'intégrité de l'œuvre et droit à la paternité. Le droit de repentir est particulier, puisqu'il s'éteint avec son auteur, hors disposition testamentaire particulière. Mais l'éventuelle exposition de cette sculpture relève plutôt du droit de divulgation. Dans le cas d'une succession ab intesta, le droit de divulgation bénéficie en effet de règles de dévolutions anomales, dérogatoires au tout commun des successions. Les enfants en sont solidairement les premiers bénéficiaires, suivis par les ascendants du défunt s'il en subsiste, le conjoint ne venant qu'en troisième position. Pour les deux autres aspects, c'est le droit successoral ordinaire qui s'applique. Il laissa passer un temps avant de poursuivre. En ce qui concerne le droit patrimonial, c'est le sujet qui, il me semble, vous tient réellement à cœur. Ce sont également les règles du droit commun successoral qu'il convient de prendre en compte. Un silence prolongé s'ensuivit. Paul avait baissé la tête. Il n'avait même pas envie de regarder Indy. Un souffle rauque provenait de sa direction. Cette fois, elle paraissait vraiment anéantie. Il avait presque de la peine pour elle. Non seulement c'était une rapace, mais elle appartenait à une espèce de rapace d'intelligence inférieure. Même si ce n'était pas avec autant de détails qu'Hervé, tout le monde savait plus ou moins que l'héritage est à peu près partagé à part égale entre les enfants. Qu'est-ce que cette conne pouvait bien espérer? Soudain, Aurélien se leva d'un mouvement mécanique, fit demi-tour sur lui-même et partit en direction de leur chambre. Indy se tourna dans sa direction, bouche bée, stupéfaite par cette défection, mais incapable de réagir. Cécile tordait une serviette entre ses mains. On la sentait à deux doigts d'éclater en sanglots. C'était quand même dingue qu'elle soit à ce point incapable de supporter un conflit, se dit Paul. Elle avait quand même eu 2 filles, 2 ados presque du même âge. Il y avait certainement eu des embrouilles sur des fringues ou des sites internet. Comment pouvait-elle être encore si fragile? Indy paraissait complètement sonné. Il lui fallut une bonne minute après le départ d'Aurélien pour se reprendre et tenter de repartir à l'attaque, tel un vieux buffle malade. Il était stupéfiant, tenta-t-elle d'arguer, que son mari ait encore un droit de regard sur les œuvres de Suzanne, alors qu'il était visiblement. Là, elle chercha en vain une périphrase pour le mot légume, finit par expliquer qu'il était devenu incapable de toute expression, de toute communication humaine, enfin que ce n'était plus vraiment une personne, sauf une personne morale, bien entendu. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Rien probablement, elle s'embrouillait dans les termes. Paul leva la main calmement avant de répondre qu'elle n'avait peut-être pas tout à fait compris l'exposé d'Hervé. Le droit de divulgation, justement, se distinguait par la priorité donnée aux enfants et même aux ascendants éventuels sur le conjoint. De plus, cette notion de communication était très relative. Souligna-t-il affable. Son fils Godefroy, par exemple, n'était pas dans un état végétatif. Pouvait-on dire pour autant que l'on communiquait avec lui? Elle se plia sur elle-même avec un râle, comme si elle venait de recevoir un coup de poing dans le plexus solaire, et c'est dans cette position courbée qu'elle se leva quelques secondes plus tard, avant de quitter la salle à manger. Le coup avait visiblement porté. Elle avait même des difficultés à marcher. Voilà, le réveillon familial était terminé. Paul jeta un coup d'œil à sa montre. Il était 23h55. Il fallait vraiment qu'il aille se coucher. Il transpirait de plus en plus. Sa dent recommençait à le lancer, et il commençait à y voir un peu flou. Il parviendrait bien à tenir encore quelques minutes. Cécile émit un soupir là et réagir aussitôt sans lui laisser le temps de parler. « Attends,
Je t'arrête tout de suite. Hervé a bien fait. Ce qu'il faut faire avec elle, c'est être ferme. C'est la seule solution. Elle sera tout à fait aimable demain matin. De toute façon, elle a besoin de notre accord si elle veut vendre cette sculpture. Il avait failli dire c'est merde, mais il s'était retenu juste à temps et se félicita de sa propre modération. Elle secoua la tête, les enveloppant tour à tour du regard. « Vous ne comprenez pas, dit-elle finalement. Ses prétentions étaient ridicules, bien sûr. Il fallait le lui dire. Mais est-ce qu'il était vraiment nécessaire de l'humilier? Là, elle n'avait peut-être pas tort, se dit Paul. L'année 2027 n'était pas commencée. Il y aurait peut-être des problèmes, des décisions à prendre. Ce n'était peut-être pas très intelligent de braquer Indy dès le début. Elle conservait un vrai pouvoir de nuisance. Quand même, il demeurait persuadé que ses motivations étaient purement financières, qu'il serait toujours possible de s'entendre sur la base d'un intérêt commun, celui de la vente des sculptures. « Tu m'en veux vraiment, Mamour ?» Hervé passa un bras autour de ses épaules. Il avait l'air tout désolé maintenant, tout penaud. « Non, je ne t'en veux pas vraiment. C'est vrai qu'elle est insupportable, cette pétasse, dit-elle avec résignation. Et puis ton numéro de notariat était plutôt marrant. » Hervé s'abstint de répondre qu'il ne s'agissait pas dans son esprit d'un numéro de notariat, mais d'un rappel à la loi. C'est toujours la même chose, il y a Aurélien. Sa situation n'est sûrement pas facile. En effet, songea Paul, sûrement pas facile, et elle n'était pas partie pour s'améliorer. Il était minuit 2, le changement d'année était maintenant effectif. Il serra Hervé dans ses bras avec force, lui fit 2 bises énergiques. Ils s'étaient pas mal rapprochés au cours de ces quelques jours. Quelque chose s'était conclu entre eux, comme une alliance. Et sans pouvoir l'expliciter, il sentait qu'il allait avoir besoin d'une alliance, que cette nouvelle année avait quelque chose de dangereux et de sombre. Tout de suite après, il partit se coucher, mais il ne réussit pas à s'endormir. Son mal de dents l'envahit de nouveau malgré l'alcool absorbé, et il se mit à repenser à 2027. Décidément, cette année ne lui plaisait pas. Il trouvait quelque chose de répugnant à cette combinaison de chiffres. 20 et 27 étaient 2 multiples évidents, 2 produits élémentaires de la table de multiplication qu'on apprenait encore à l'école primaire à son époque. 4 x 5, 20, 3 x 9, 27. Se pouvait-il que 2027 soit un nombre premier? Il ralluma son ordinateur, vérifia rapidement. En effet, 2027 était premier. Ça lui paraissait monstrueux, contre nature, mais en un sens, cette anormalité était typique des nombres premiers. La répartition des nombres premiers avait déjà rendu fou pas mal de gens tout au long